Le monde ne s'est pas effondré, il a glissé. En 2026, quelque chose de fondamental a changé, sans déclaration officielle, sans rupture visible. Les règles existent encore, mais elles ne protègent plus. Le pouvoir, lui, ne passe plus par les traités, mais par la pression directe, la transaction, la menace. Et ce n'est pas abstrait. Si ce système tient, votre quotidien devient négociable. Le prix de l'énergie, la stabilité économique, même la sécurité. Tout dépend désormais de rapports de force instantanés, pas de garantie durable. Ce qui émerge n'est pas un nouvel ordre mondial, c'est un marché du pouvoir. Chaque crise devient un levier, chaque alliance, un contrat à durée indéterminée, chaque engagement réversible. Mais voici ce que peu de gens regardent vraiment. Ce basculement ne se fait pas dans le chaos, il se fait calmement, méthodiquement, sous couvert de normalité. Et une fois que ce système est en place, il ne prévient pas avant de frapper. Ce qui se passe en 2026 n'est pas un incident isolé, c'est un schéma. Le cœur de l'événement, c'est le basculement assumé de la stratégie américaine. Le retour de Donald Trump accélère une logique déjà latente. Les relations internationales ne sont plus gérées comme un système, mais comme une série de transactions. Les alliances ne sont plus des piliers. Elles deviennent conditionnelles, renégociables, parfois jetables. Fait, les outils centraux ne sont plus diplomatiques, mais économiques et coercitifs. Tarifs, contrôle à l'exportation, pression financière. La sécurité elle-même est évaluée en termes de retour immédiat. Ce n'est pas une rupture idéologique, c'est une réécriture des incitations. Mais regardez le pattern plus large. Quand la première puissance mondiale traite ses partenaires comme des contreparties commerciales, l'ensemble du système s'ajuste. L'Europe doute, l'Asie recalcule, les puissances moyennes cessent de choisir des camps et optimisent à court terme. Voici la vraie question. Si les règles ne structurent plus le jeu, qu'est-ce qui empêche chaque acteur d'exploiter la prochaine faiblesse visible? Parce qu'à partir de là, l'escalade devient mécanique. La revendication centrale est simple. En 2026, la puissance ne passe plus par la stabilité, mais par la capacité à déséquilibrer. Fait, l'administration américaine utilise désormais ouvertement les tarifs, les contrôles à l'exportation et les outils financiers comme instruments de projection de puissance. Ce ne sont plus des sanctions exceptionnelles, ce sont des leviers permanents. Le commerce devient une extension de la coercition. Mais ce qui rend ce moment différent, c'est la logique qui l'accompagne. Fait, les alliances sont évaluées à travers les déficits commerciaux et la réciprocité sécuritaire immédiate. Autrement dit, la protection n'est plus garantie. Elle se négocie, dossier par dossier. Regardez ce qui manque dans ce cadre. Il n'y a plus de notion de continuité, plus de filet de sécurité institutionnel. Si l'engagement dépend du calcul du jour, alors chaque partenaire devient vulnérable au prochain retournement politique. C'est ici que l'on voit le glissement systémique. Les États ne planifient plus sur des décennies, ils improvisent sous pression. Les marchés intègrent une instabilité structurelle. Les acteurs rationnels commencent à stocker, contourner, fragmenté. Et maintenant, observez le signal envoyé au reste du monde. Si la première puissance traite les règles comme optionnelles, pourquoi les autres se retiendraient-ils? C'est à ce moment précis que la normalisation commence. À partir de là, l'escalade devient visible. Fait, la normalisation de la force comme outil politique revient au centre du jeu. Les signaux envoyés sont clairs. Le retrait cinétique du leadership vénézuélien, les menaces explicites autour de l'acquisition du Groenland. Ce ne sont pas des provocations isolées, ce sont des démonstrations. Ce moment rappelle une logique ancienne, pas celle de l'après-guerre froide, mais celle des sphères d'influence du début du 20e siècle. La différence, c'est la vitesse. En 2026, une pression économique peut précéder une action militaire en quelques semaines, parfois en quelques jours. Ce qui aurait autrefois déclenché une crise diplomatique devient routinier. Les tarifs remplacent les ultimatums, les sanctions remplacent les traités, la coercition remplace la médiation. Mais voici le basculement clé. Quand l'acteur dominant agit sans contrainte institutionnelle, il crée une structure de permission. Fait, ce comportement ouvre l'espace à d'autres puissances révisionnistes pour tester leurs propres limites. Résultat, les disputes cessent d'être gelées. Elles montent plus vite, elles sortent plus facilement du cadre diplomatique et chaque acteur apprend que l'inaction coûte parfois plus cher que l'escalade. C'est ainsi que l'exception devient la norme.
Le deuxième choc vient des conséquences inattendues de cette logique de force. Fait, l'intervention américaine au Venezuela, pensée comme une sécurisation rapide des ressources, a produit l'effet inverse. La décapitation du régime n'a pas rétabli la capacité énergétique. Elle l'a figée. Le blocus maritime, les incertitudes juridiques et la transition imposée ont paralysé les opérations. La production a reculé et le retour au niveau d'avant-crise est désormais estimé entre 5 et 7 ans. Voici la contradiction centrale. Le discours promettait la stabilité. Les actions ont créé de la rareté. Ce même schéma apparaît ailleurs. Fait. La pression exercée sur le Danemark concernant le Groenland, motivée par l'accès aux minéraux critiques et au contrôle stratégique de l'Atlantique Nord, a fragilisé la cohésion de l'OTAN. Les alliés sont traités comme des obstacles à contourner, pas comme des partenaires à consulter. Et c'est ici que la perception change. Quand la puissance dominante agit ainsi, même ses succès tactiques deviennent des coups systémiques. Les marchés ne voient plus un garant de stabilité, mais une source d'incertitude. Les partenaires n'anticipent plus une protection, mais une renégociation permanente. Notez ce qui n'est jamais clarifié. Il n'existe aucun horizon de sortie. Aucun point d'équilibre. Chaque action résout un problème immédiat tout en créant plusieurs autres. À ce stade, le système n'avance plus. Il s'enfonce. Pendant que ces décisions s'accumulent, le système commence à perdre le contrôle. Fait, le marché de l'énergie entre dans ce que ton analyse appelle la géopolitique de la rareté. Sur le papier, les chiffres indiquent un surplus. Dans la réalité, les prix restent élevés. Pourquoi? Parce que chaque flux est désormais politiquement conditionné. Fait, les grandes institutions énergétiques produisent des prévisions incompatibles. Les écarts atteignent jusqu'à 1,5 million de barils par jour. Ce n'est pas une erreur de calcul. C'est un symptôme. Personne ne lit le même monde. Ajoutez à cela les chocs-points. La mer Rouge n'est plus une perturbation temporaire. Le détour par le cap de Bonne-Espérance devient structurel, absorbant la capacité maritime mondiale et augmentant les coûts à chaque rotation. L'assurance guerre remplace la fluidité logistique. Puis il y a Hormuz, 20% du pétrole mondial concentré dans un passage sans alternative. Même une restriction partielle suffirait à provoquer un choc de prix immédiat. Tout cela se produit en même temps, sans coordination, sans filet. La question n'est plus de savoir si le système est sous tension. La vraie question est, que se passe-t-il si cette pression continue encore un an? À ce stade, ce ne sont plus des abstractions géopolitiques. Cela vous touche directement. Quand les routes maritimes s'allongent, les coûts ne disparaissent pas. Ils arrivent chez vous, dans le prix des biens importés, dans l'inflation persistante, dans l'énergie plus chère, plus instable, plus imprévisible. Ce que le système appelle risque géopolitique, vous le vivez comme une contrainte quotidienne. Fait, la déviation des flux, la fragmentation des marchés et la politisation de l'énergie transforment des chocs lointains en pression locale. Les entreprises réduisent leurs marges ou répercutent les coûts. Les États subventionnent temporairement. Puis, ils s'endettent davantage. Et il y a autre chose, l'incertitude. Quand les règles changent sans prévenir, les décisions se figent. Investissements reportés, projets suspendus, emplois gelés, ce n'est pas une crise spectaculaire, c'est une érosion lente. Vous commencez à planifier à court terme, à accepter l'instabilité comme normale. C'est ainsi que le système gagne. Si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires, parce que ce que vous ressentez n'est pas individuel, c'est structurel. À ce niveau, la question n'est plus de savoir qui a raison ou tort. La question est pourquoi ce système produit-il ce résultat? La réponse tient en un mot, incitation. Fait, le monde de 2026 fonctionne sur des leviers, pas sur des règles. Chaque acteur est récompensé, non pas pour la stabilité qu'il crée, mais pour l'avantage immédiat qu'il extrait. Tarifs, sanctions, accès à l'énergie, contrôle des flux, tout devient négociable sous pression. Dans ce cadre, le spectacle remplace la prévisibilité. Les annonces chocs déplacent les marchés plus vite que les accords durables. La peur devient un multiplicateur de puissance. Et plus un acteur est capable de créer de l'incertitude, plus il obtient de concessions à court terme. Mais voici l'aspect le plus dérangeant. Ce système ne s'autorégule pas,
il amplifie. Chaque succès tactique valide la méthode. Chaque recul adverse encourage l'escalade suivante. Il n'y a pas de point d'équilibre naturel. C'est pour cela que les institutions s'effacent. Elles sont trop lentes pour un monde gouverné par la contrainte instantanée, trop rigides pour un jeu fondé sur la surprise. Et tant que ces incitations dominent, le système ne cherchera pas la stabilité, il cherchera l'avantage. À partir de maintenant, deux dynamiques peuvent s'imposer. La première est une adaptation froide. Les États acceptent que les règles ne reviennent pas. Ils investissent dans la résilience. Redondance énergétique. Chaîne d'approvisionnement fragmentée. Autonomie stratégique. Le monde devient plus cher, moins efficace, mais partiellement stabilisé par la dissuasion et le calcul permanent. La seconde est plus instable. Chaque acteur tente d'extraire le maximum avant que la fenêtre ne se referme. Les choke points deviennent des leviers politiques. Les sanctions se multiplient. Les interventions limitées se normalisent. Dans ce scénario, la probabilité d'un choc systémique augmente, même sans guerre mondiale déclarée. Fait, rien dans la structure actuelle n'impose un retour au multilatéralisme. Il n'existe pas de mécanisme automatique de correction. La trajectoire dépend de décisions prises sous pression, souvent à court terme. Et c'est là que l'incertitude devient le facteur dominant. Les marchés hésitent, les États testent, les alliances se réécrivent en temps réel. Le prochain mouvement ne sera probablement pas annoncé, il sera exécuté. En 2026, le monde n'est pas plus dangereux parce qu'il y a plus de conflits. Il l'est parce que les freins ont disparu. Quand le pouvoir devient transactionnel, la stabilité cesse d'être un objectif. Elle devient un coût. Chaque acteur apprend à vivre dans l'intervalle entre deux chocs, à négocier sous menace, à planifier sans garantie. Ce n'est pas un accident historique, c'est une architecture. La véritable fracture n'est pas entre l'Est et l'Ouest, ni entre Nord et Sud. Elle est entre ceux qui peuvent absorber la volatilité et ceux qui la subissent. État, entreprise, individu. Le monde ne se divise plus par idéologie, mais par résilience. Et voici la boucle qui se referme. Plus le système devient instable, plus la coercition semble efficace. Plus elle est efficace, plus elle est utilisée. Jusqu'au point où un choc dépasse la capacité d'absorption collective. Ce moment n'est pas annoncé à l'avance. Si vous voulez comprendre ce qui vient après, pas seulement ce qui se passe maintenant, suivez cette chaîne. Parce que dans ce monde, l'information n'est plus un luxe, c'est une protection.